Je dirais, je dirais que le grand enjeu, c'est probablement la vulnérabilité de la vie. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que depuis la Renaissance, en fait, en Europe, en Occident plus globalement, l'humanité est entrée dans une pensée de la centralité de l'homme. C'est-à-dire que, au fond, c'est comme si la question du monde et de la nature et de ce qui nous fait vivre se posait à travers le prisme de l'existence centrale de l'espèce humaine et de l'homme, en fait, en tant que sujet de la pensée, du concept, est capable d'ordonner à travers sa pensée, finalement, l'organisation des mondes vivants. Et nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, dans un moment où cette pensée rencontre ses propres limites. Et finalement, où nous avons face à nous et autour de nous et en nous, finalement, nous sommes porteurs d'une humanité qui devient à nouveau, parce qu'elle l'a déjà été dans l'histoire. Il faut toujours avoir quand même un regard long, un temps long pour comprendre, parce qu'il y a eu des histoires dans l'histoire de l'humanité. Donc nous sommes effectivement dans un moment, j'ai envie de dire, clivant, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un avant et un après. Pas tellement une fin du monde, moi je ne suis pas un adepte de cette idée de fin du monde, mais plutôt un moment de transformation très important. Et quand il y a transformation, c'est un peu comme les lézards, vous savez, quand ils muent, il faut abandonner une peau pour constituer la nouvelle peau qui permet de continuer à vivre et à se mouvoir. Et je crois que nous sommes là, et au cœur de cette organisation nouvelle, de cette transformation des modes de pensée, je pense au cœur de ce qui nous agite et de ce qui nous contraint, au fond, il y a la question fondamentale de la vulnérabilité que l'Europe a oubliée. Je pense qu'elle l'a oubliée, et je le pense d'autant plus que venant moi-même d'un pays du Sud, je viens du Maroc, et puis bon, je suis aussi très liée au continent africain, et autant à l'Europe, à la France et au continent européen. Cette mixité qui me fait aller et venir en permanence entre ces mondes, finalement, me touche, parce qu'elle m'ouvre un espace de réflexion important, parce que quand on est au Sud, et qu'on accepte évidemment de ne pas vivre dans une élite extrêmement occidentalisée et qui consomme et qui vit comme on vivrait dans un pays nanti, eh bien on est face à des modes d'organisation de la vie qui, au fond, permettent la vie dans une extrême vulnérabilité et accueillent la vulnérabilité comme la condition même de la vie. Ce qui, en fait, a été perdu en Europe. J'ai le sentiment qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un tel choc civilisationnel pour l'Europe. Finalement, la Shoah et ce que ça révèle, ce que ça a révélé de la violence, de la rationalité, en fait, de ce mythe puissant et quand même organisateur des psychés collectives de la civilisation occidentale, pour parler grossièrement, bon, c'est plus fin que ça, mais disons que ce moment-là, il y a eu comme une sorte d'amnésie, de désir de jouir, de vivre, de profiter, de consommer, d'avancer, malgré le gouffre sur lequel a été construite finalement cette prospérité, c'est-à-dire sur ces pertes sèches, mais violentes, puissantes, que l'Europe a mis du temps à intégrer. C'est-à-dire que l'Europe a été construite sur les décombres de l'Europe, au fond, donc de cette civilisation judéo-chrétienne où en fait la vie ensemble était organisée depuis des millénaires. Et ce retournement contre l'altérité à l'intérieur de soi, il me semble que c'est un moment fondateur, mais je crois qu'il n'a pas été pris assez au sérieux, dans le sens où il y a eu énormément de travaux sur, effectivement, les origines, les conditions sociopolitiques, les conditions culturelles de la possibilité d'une telle violence au sein de la civilisation européenne, construite quand même sur... On peut dire que depuis le XIVe, XVe siècle, elle est construite sur justement cette position humaniste qui met justement l'humanité de l'homme au centre du monde. Et en même temps, dans un même espace, donc les guerres mondiales, les guerres coloniales, la Shoah, toute cette réalité de la violence qui en fait traverse ce mythe d'une sorte d'équilibre au profit de
de la préciosité de la vie humaine, quoi, de l'unicité de la vie humaine. Et je crois que là, nous sommes au terme de quelque chose. Je crois que l'Europe a regardé vraiment ce qu'elle produit, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui ça se produit avec la guerre en Ukraine à l'intérieur du continent européen, donc c'est aussi à nouveau une résurgence de la violence sur un territoire qui s'en croyait finalement, j'ai envie de dire, débarrassé. Et ce que finalement la prospérité de l'Europe doit, et il faut le dire, à l'écrasement d'autres sociétés, d'autres peuples, et à une sorte d'accaparement de richesse qui a été validé par tout un système rationnel en fait, d'exploitation des ressources ici et ailleurs de la terre et des humains finalement. Et donc il me semble que cette possibilité d'extraction des richesses, elle n'a été rendue possible que par, j'ai envie de dire, l'oubli de la vulnérabilité, mais de sa propre vulnérabilité. Parce que quand on est fort et quand on est dominant, on peut oublier qu'on est vulnérable. Et il y a là une sorte de prise de conscience puissante, parce que les incendies ont éclaté partout, parce que les espèces animalières sont menacées, parce que les ressources économiques sont limitées, on s'en rend enfin compte, et qu'on a quand même des appétits illimités d'enfants gâtés, les enfants des 30 glorieuses, et donc ça n'en finit pas. Et il y a quelque chose qui ici nous interpelle, nous demande de nous arrêter, en tout cas de marquer une pause au moins intellectuelle, au moins éthique, pour réfléchir finalement profondément à une autre manière peut-être de recevoir le monde, et peut-être se mettre non plus en, j'ai envie de dire, en mode d'émission, mais peut-être en mode de réception. Mais vous savez, ce sont les... Je pense que les forces antagonistes de la prise de conscience de l'urgence, en fait, de transformer et la pensée et les comportements, elle vient du sentiment de toute puissance, en fait. Il y a un sentiment de toute puissance qui, en fait, anime des groupes de la société. Et puis, il y a cette idéologie néolibérale extrêmement prégnante, qui en fait s'est mise en place après une série de succès, il faut bien le dire, de succès avec une installation de la prospérité économique. On n'a jamais mieux vécu, on n'a jamais vécu plus longtemps, on n'a jamais mieux mangé en Europe que depuis, j'ai envie de dire, 60 ans. Et donc finalement, il y a une difficulté à abandonner un modèle qui a tant, en si peu de temps finalement, tant contribué à un apparent bien-être, en tout cas au moins matériel, des êtres humains qui en bénéficient. Donc il y a cette réalité-là, décrochée de modes de vie extraordinairement confortables, je pense aussi extraordinairement dispendieux et dangereux pour la possibilité de survie de l'espèce humaine, parce que il faut savoir que quand même les mondes nantis, ce que j'appelle les mondes nantis, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, et puis une partie des populations, des élites des pays du Sud, consomment jusqu'à 100 fois plus que toute l'humanité réunie. Donc il y a vraiment là quelque chose à réfléchir. Disons qu'il y a une espèce de conception verticale, en fait, des pouvoirs, une organisation verticale des privilèges, et je crois qu'il est temps de penser à l'horizontale, en fait. Il est temps de penser pour tous. Avec les femmes. Je crois beaucoup, moi, je crois beaucoup à... Alors, toutes les femmes ne sont pas humbles, c'est pas du tout ce que je veux dire, et tous les hommes ne sont pas arrogants, pas du tout. Il y a du féminin partout. Et moi, le principe féminin, c'est un principe, par définition, par usage du corps. Les femmes sont dans l'humilité parce que nous sommes gouvernés quelque part par nos cycles, par ces transformations qui font que, tantôt, il vous faut abandonner votre forme initiale pour mettre au monde ce que vous portez, et puis ensuite il faut sacrifier vos heures d'énergie pour allaiter, pour materner, Je crois que ça prédispose en fait à ce comportement, à cette nouvelle éthique en fait de vie, qui est une éthique du soin finalement, qui est une éthique de la considération. J'ai envie de dire, de la considération et du respect de tout ce qui vit et de tout ce qui vibre et de tout ce qui permet la vie.
Et c'est très à l'opposé, en fait, de cette espèce d'organisation, j'ai envie de dire phallique, mais au sens symbolique, c'est-à-dire qui, au fond, envisage le rapport au vivant comme un rapport de domination, d'assujettissement et de mise à disposition du vivant pour la satisfaction, non pas des besoins, ce qui serait normal, mais des désirs. Et donc là, il y a quelque chose à penser de l'ordre de la limite, en fait, la frontière, c'est-à-dire... Et la frontière, elle est par définition toujours problématique, elle est toujours poreuse. Et pour penser la frontière, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité et je crois beaucoup d'empathie. Il faut aller penser du côté des autres de la frontière, ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Et c'est comme ça qu'on devient un humain, un grand humain. Je crois que ce qui peut peut-être le plus aider les femmes à participer en fait à la transformation du monde, c'est finalement qu'elles apprennent, et c'est important, je me rends compte je me rends compte moi-même, il y a une tentation chez les femmes au repli, c'est-à-dire au fond à s'acquitter des tâches qui leur sont dévolues et au mieux avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de patience, mais peut-être sans compter sur la solidarité des autres femmes, sans aller chercher... Les hommes fonctionnent en réseau. En tout cas, les hommes de pouvoir, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont des réseaux et que ces réseaux leur permettent de démultiplier à la fois leurs actes, mais aussi leurs paroles. Et les femmes, parce qu'elles ont été longtemps dominées, ont cherché l'approbation des hommes. C'est-à-dire qu'elles ont été chercher chez les hommes les outils de leur propre validation, en fait, parce qu'elles allaient chercher du côté des dominants, finalement, leur droit à exister comme dominé ou à devenir un dominant à la manière des dominants. J'ai lu récemment les entretiens extrêmement intéressants d'Amos Oz, cet écrivain israélien, dont parfois les personnages peuvent sembler quand même assez machistes, misogynes, et en fait, il a consenti avant 3 ans ou 4 ans avant sa mort, donc je crois en 2018, à des entretiens avec son éditrice Shira Haddad, et en fait il explique qu'il a grandi en fait en Israël, et que il y avait à l'époque, donc il y a 80 ans, une séparation très stricte dans les années 50 en tout cas, entre les femmes et les hommes, et que les garçons étaient très frustrés sexuellement. Il y avait le collège des garçons et le collège des filles, et puis les garçons regardaient les filles, et à la fois ils les désiraient, à la fois ils les détestaient, parce que, eh bien, elles avaient la liberté, alors dit-il, et c'est très intéressant, de se donner ou de ne pas se donner. Et alors son éditrice le reprend et elle lui dit mais c'est pas se donner, c'est coucher en fait. Et il répond oui mais vous avez raison, c'est de ça qu'il s'agit, mais se donner, en fait nous exigions qu'elle se donne, et si elle ne se donnait pas, elles étaient les méchantes, et du coup ça générait en nous une forme de violence, et donc dans le vocabulaire qui signifiait le rapport à la femme, le rapport de désir physique à la femme, eh bien il y a tous ces termes horribles qui permettent de décrire la puissance masculine et en même temps la femme réduite en fait à un objet. Et ça m'a donné à réfléchir, parce qu'après il dit que cette situation a changé quand il est rentré dans le kibbutz où il a vécu longtemps avec son épouse Nila, et que là, les femmes étaient les égales des hommes. Mais, dit-il, on leur demandait d'abdiquer ce qui faisait leur féminité apparente. C'est-à-dire, et alors là, il cite, c'est assez drôle, les bas nylons, le rouge à lèvres et les talons hauts. Et bon, c'est pas que ce soit... Bon, bien sûr que la féminité ne se loge pas dans les accessoires dévolus traditionnellement au féminin, même si encore que, mais ce qui intéressait Amos Oz, c'était finalement qu'on ne demandait pas aux hommes de se raser la moustache. Et ça m'a interpellée. Et après ça, il pose la question de la vulnérabilité. Et il dit, au fond, il y a toujours eu, dans les sociétés patriarcales, un dispositif qui vient à la fois accentuer la vulnérabilité des femmes et qui vient augmenter la puissance des hommes. Et le problème, c'est que la puissance des hommes augmente en vertu de l'affaiblissement de la puissance des femmes. C'est comme une dynamique, en fait, dans laquelle il ne peut pas y avoir une égalité, non pas une identité, mais une égalité de force de vie.
il faut qu'il y en ait un, en fait, qui soit plus faible pour que l'autre se sente plus fort. Voilà, donc je crois que c'est ce qui organise fondamentalement aujourd'hui les rapports, non seulement entre les hommes et les femmes, mais les rapports entre le Nord et le Sud aussi, hein, ce qu'on a continué d'appeler le Nord et le Sud, c'est-à-dire que finalement, les pays plus pauvres, considérés comme plus pauvres, mais de quel point de vue? Enfin, du point de vue des richesses matérielles, bien sûr, parce que c'est ce qui organise aujourd'hui toute la dynamique de comptabilité et de hiérarchisation des sociétés dans le monde, et au détriment d'autres richesses qui sont des richesses immatérielles, mais dont il n'est pas question de toute façon qu'on commence à peine à entrevoir. Et au fond, ces dynamiques-là, cette dynamique de plus tu es faible, plus je suis fort, et plus je suis fort, plus tu es faible, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à désamorcer pour mettre en commun finalement ce qui peut nous faire vivre et nous faire résister et nous transformer profondément dans cette période clé. C'est la vérité, elle est clé pour la vie de l'espèce en tout cas, hein, pas de la planète mais de l'espèce. Et c'est cette transformation qui est aujourd'hui un enjeu et un défi. Et je pense que le rapport de genre, quelque part, il vient juste signaler, en fait, c'est un épiphénomène de quelque chose de beaucoup plus vaste, plus englobant, qui nous questionne et que nous allons devoir traverser, c'est certain. Disons que, oui, c'est un principe d'organisation du rapport à la vie. Et le rapport à la vie, c'est aussi le rapport à l'autre. Ce n'est pas uniquement le rapport à soi. On n'est pas vivant que pour soi. On est vivant avec les autres, pour les autres, par les autres. Et on n'est pas vivant contre les autres. Et en fait, c'est ça, c'est avec qu'il faut apprendre à penser à nouveau. Je crois que nous l'avons oublié, en fait, parce qu'il y a aussi ce phénomène extraordinairement rapide et brutal de sociétés qui en fait sont devenues, comme l'a dit Norbert Elias, des sociétés des individus, hein, avec tous les avantages que ça a pu comporter, parce que effectivement l'émergence des individus au sein de communautés qui étaient enfermantes, hein, limitantes, a permis aussi des avancées considérables. Mais il va falloir aujourd'hui repenser en fait le lien aux communautés, hein, aux territoires, aux groupes dont nous sommes issus et que nous devons aussi protéger au fur et à mesure que dans la vie nous avançons et nous devenons plus forts, avant à nouveau de nous affaiblir. Il va falloir aussi réapprendre à accepter les cycles de la vie. Hein. Il y a quelque chose quand même de très inquiétant à l'idée que des sociétés s'organisent en reléguant la vulnérabilité aux frontières en fait des espaces communs. Par exemple, les vieux. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en France, les vieux dans les EHPAD, j'en ai pleuré. J'ai imaginé ma grand-mère dans une maison isolée. J'étais un torrent de larmes. Vraiment, je me souviens, une amie m'avait demandé. J'étais au lycée Louis le Grand à l'époque. Elle m'avait demandé de lui prêter, à l'époque, c'était des francs. Hein, c'était 50 francs, je crois, pour aller voir sa grand-mère. Et bien sûr, et elle m'a dit, elle est dans une maison de vieux. Et je me souviens, c'était un choc pour moi, vraiment. Je ne savais pas que ça existait, je n'avais jamais vu ça, et j'en ai pleuré. Et il existe d'autres manières, en fait, de vivre. Hein. On peut recréer des espaces où, finalement, la séparation entre ceux qui apparaissent comme vulnérables, au regard du système néolibéral, d'ailleurs, parce que qu'est-ce que c'est qu'être vieux? C'est de plus être productif, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est transmettre des usages, c'est lier, c'est pouvoir parfois dans des situations de conflit incarner la voie de la médiation, de la sagesse, du temps long, de l'expérience. Que faisons-nous de tout ça, hein, dans un monde où finalement nous ne comptons et nous ne décomptons que la puissance productrice? Il y a vraiment une réorganisation en fait à opérer de notre rapport, je pense, au monde et au monde au pluriel, hein, AUX et monde ES, hein, dont nous sommes porteurs. Non, je ne suis pas une adepte de la pensée hormonale. Les oestrogènes peuvent être terribles aussi, hein, donc je ne crois pas que ce soit... J'aime pas trop, en fait... Alors, on peut penser les principes féminins et masculins
Et c'est intéressant comme on peut penser le chaud et le froid. Moi, je suis anthropologue de formation, l'humide et le sec. Voilà, ça fait partie des catégories. Et vous voyez bien que il y a une réflexion très intéressante parce que dans la question du genre, par exemple, vous dites féminin-masculin, et vous voyez qu'aujourd'hui, cette position des genres, elle éclate, hein, et que entre les genres, eh bien, il y a un espace infini en fait d'identité possible, hein, et que au fond la philosophie française disposait quand même de cette pensée du neutre qui a été abandonnée, hein, quand même que Roland Barthes, que Foucault, qu'Althusser avait mis à jour dans la pensée post-structuraliste et qui finalement a été reprise par les Américains de manière assez clivante, hein, et que finalement de la pensée du neutre on est passé au neutral et ça n'a rien à voir parce que le neutral c'est finalement le découpage du neutre en autant de catégories possibles et pour passer d'une catégorie à l'autre, eh bien il n'y a plus de pont. Et donc, ce que nous devons réinventer aussi, ce sont les ponts. Il y a des ponts entre les hommes et les femmes, il y a plus que des ponts, il y a des liens, il y a de l'amour, il y a de la compréhension, il y a même de l'entraide. Et on ne peut pas penser, en fait, que tous les malheurs du monde viennent de la présence des hommes sur Terre. C'est épouvantable, enfin. On ne peut pas ne pas aimer les hommes, quand même. Alors, la littérature, bien sûr, elle excède largement ce que je peux écrire. Donc, c'est une question peut-être plus vaste que ce que moi-même j'écris. Moi, je suis convaincue que la littérature nous apprend à vivre. Donc, voilà, il y a aussi le fait que nous sommes dans des sociétés très, très rapides. Et ça aussi, c'est un problème, le rapport au temps, qui a à voir d'ailleurs avec le rapport à la vieillesse et puis à la consommation. Enfin, on y reviendra peut-être ou pas. Mais je crois que la littérature, moi j'aime bien dire que c'est le territoire de la complexité. C'est là où en fait on peut restituer ou tenter de restituer quelque chose de la complexité des humains, de leur profonde ambivalence, de la cohabitation du bien et du mal, de la cohabitation de la vie et de la mort, de finalement l'emprise des passions humaines sur les existences des uns et des autres, et finalement loin de toute bien-pensance, hein, finalement loin de toute tentation d'une pensée de la dichotomie, hein, le noir, le blanc, le bon, le mauvais, et bien finalement pénétrer dans des territoires bien plus mouvants, bien plus questionnants, et bien sûr bien plus complexes à administrer aussi, à gérer, à penser, que ce que nous a proposé à travers une lecture rapide, et d'autant plus rapide que les réseaux sociaux ayant tout envahi, Netflix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même dans l'imaginaire humain aujourd'hui des modèles qui deviennent prégnants et qui en fait, quelque part, produisent des effets de réalité et qui nous empêchent d'atteindre notre propre complexité. Et dans la complexité, il y a aussi toutes les ressources pour affronter en fait cette transformation qui est le défi que nous affrontons ensemble. En fait, il faut l'affronter ensemble. Et si on ne l'affronte pas ensemble, ben, on ne pourra pas gagner, on ne pourra pas s'en sortir. C'est surtout ça. Oui, en fait, sur le flux, c'est tellement juste, ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, parfois mes phrases sont tellement longues. mais j'arrive pas à mettre de points parce qu'effectivement, les points, c'est la rupture. C'est-à-dire, c'est casser, c'est penser que finalement, le flux de la vie, même la mort n'arrête pas la vie, en fait. Et parce que les morts sont vivants en nous et que nous vivons avec eux. Donc il faut arrêter d'avoir peur, en fait, peur de la mort, peur de l'arrêt, peur de l'après, peur de ce qui nous attend. Et au fond, c'est pour ça qu'au début de cet entretien, je parlais de réception. Hein. Quand on se met en position de réception, au fond, on est en position d'accueil et on est moins exigeant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant vis-à-vis de soi, ça veut dire qu'on est moins exigeant vis-à-vis de ce qui arrive. Et quand vous n'exigez pas, ce qui arrive peut arriver. Vous avez en vous la force de le traverser et d'être transformé. Parce que, en fin de compte, ce n'est pas tellement transformer le monde, c'est se transformer soi dans le monde pour pouvoir transformer le monde aussi avec soi. Et je crois que la littérature, c'est... En fin de compte, quand on lit un livre, on en sort
transformer. On accepte de prendre le train du livre quand même, on accepte de faire l'expérience de la rencontre, de la subjectivité de l'autre, et d'en sortir pas du tout indemne. Quand un livre est fort, quand il vous convoque, quand il vous traverse, il vous métamorphose en fait. Et il me semble que ce cycle en fait de métamorphose, c'est le flux même de la vie, c'est la condition même de la vie, c'est la métamorphose. Et au fond, peut-être que la littérature est là pour toujours nous apprendre à chaque fois que nous ouvrons un livre, nous allons être métamorphosés. Et en acceptant la métamorphose, au fond, on accepte de vivre, on accepte la rencontre avec l'autre, et on accepte la mise en commun, et on accepte d'avancer ensemble. Et voilà. Et pour moi, c'est peut-être, s'il y avait une utilité de la littérature, ce serait profondément de nous apprendre à nous métamorphoser, à nous transformer pour avancer. Oui. Alors il y a des Suds comme il y a des Nords, attention, il y a des Méditerranéens, c'est compliqué. Ce que je peux observer, en tout cas du Maroc, ce sont des réalités antagonistes, je dirais. Il y a à la fois des avancées, certaines, c'est-à-dire les vieux mondes en fait sont tombés en poussière, c'est un fait, hein, et dans ces vieux mondes, il y a une espèce de manière de les voir qui est, à mon avis, assez fausse, hein, où les femmes auraient été totalement dominées et les hommes totalement en surpouvoir. C'est faux, il y avait des équilibres très profonds et il y avait des territoires déterminés, mais il y avait des lieux où les hommes et les femmes vivaient ensemble et il y avait de la place pour le respect, l'amour, le désir. Mais l'entrée dans la modernité, elle s'est faite par le biais de la colonisation, en fait. Donc c'est une effraction, c'est une entrée par effraction. Et il a fallu apprendre à vivre autrement. Et c'est vrai que les femmes, les jeunes femmes, l'ont vécu comme une émancipation parce que soudain, les territoires devenaient mouvants et les femmes pouvaient aborder les espaces publics et ça a été une aventure grisante. Sauf que la modification en fait, des espaces ouverts aux femmes ne s'est pas accompagnée d'une transformation, encore une fois, hein, d'abord du regard que les femmes portaient sur elles-mêmes et puis du regard que les hommes portaient sur les femmes. Et c'est toujours pareil, il y a de vieux archétypes qui sont là, et il y a une espèce de sédimentation des réalités et qui ont rendu l'évolution des femmes sur ces nouveaux territoires à la fois âpre, à la fois complexe et même marquée par une forme de violence, de relégation, d'injonction à retourner de là où elle venait. Et alors, au Maroc, il y a une avancée quand même spectaculaire de la condition des femmes, de ce point de vue-là, de l'émancipation des femmes, de la tutelle masculine, qui a été partiellement, plutôt pas mal, entérinée par la nouvelle Moudouana de 2005, qui en fait installe l'égalité des hommes et des femmes dans la cellule familiale, et puis ensuite par la nouvelle constitution de 2011, en fait, où cette égalité est clairement inscrite dans la loi constitutionnelle. Mais il y a encore des reliquats d'inégalité, par exemple sur la question de l'héritage, sur la question... La polygamie n'est pas tellement en œuvre au Maroc, hein, c'est compliqué d'avoir plusieurs femmes, ça coûte cher, enfin bon, de fait... Mais il y a, oui, sur la question de l'héritage, il y a une injustice. Et puis, je pense que ce sont des chantiers qui vont être réouverts très prochainement. Mais plus que ça, il y a, dans l'application des lois, des archaïsmes qui tiennent aussi au fait que la plupart des juges étaient des hommes, jusque-là. Alors, la profession des juges est en ce moment... investie par les femmes, parce que les femmes se rendent compte au fur et à mesure des obstacles qu'elles rencontrent et elles vont là où elles voient bien que ça libère davantage. Mais il n'empêche que cette justice pragmatique, concrète, quotidienne, rendue par les hommes, eh bien, il y a une manière de transformer les usages de la loi. On a connu ça en France quand même, hein, je veux dire, on se rappelle les lois sur l'avortement, et puis la manière dont, les débats houleux à l'Assemblée, et puis la manière dont les femmes sont toujours accueillies dans les hémicycles où le pouvoir règne, et où finalement le pouvoir est masculin. Mais là, au Maroc, c'est encore plus prégnant, dans certaines choses.
Et puis il y a des territoires où l'émancipation est totalement acquise, quoi. C'est-à-dire dans les universités, il y a plus de filles que des garçons. Les chefs de service sont majoritairement des femmes au Maroc dans les hôpitaux publics. Voilà, dans le corps enseignant aussi, elles sont là, elles sont majoritaires. Aujourd'hui, nous avons un grand nombre de femmes ministres et qui aussi sont en position de gérer les grands offices publics. Donc il y a quand même ces transformations très importantes et ce sont des modèles pour les jeunes femmes qui arrivent. Donc il y a cette ouverture d'impossible en fait. Et toujours ce qui achoppe, c'est la question de cette solidarité qui permettrait aux femmes finalement de décupler leur puissance d'être dans les espaces qui concernent en fait la décision politique, où elles sont quand même majoritairement absentes parce qu'elles ne s'autorisent pas encore, partout, elles ne s'autorisent pas à entrer là, où la parole est pouvoir. Elles ont encore un problème avec le pouvoir, les femmes. Le pouvoir, c'est quelque chose qui reste masculin. Et c'est là que je pense, et d'ailleurs on est au cœur de la problématique, la dimension masculine du pouvoir permet une organisation hiérarchisée et pyramidale en fait, des attributions du pouvoir, des attributions du pouvoir, et alors qu'il faudrait fonctionner de manière en constellation finalement, et que je suis convaincue que s'il y avait plus de femmes qui en fait s'investissaient et allaient chercher à exercer des pouvoirs, mais pour le profit et pour le bénéfice de la collectivité, peut-être que nous aurions moins de verticalité et plus d'horizontalité, et peut-être que nous pourrions justement transformer les manières de faire et les manières de vivre ce monde qui nous interpelle aujourd'hui et qui nous renvoie justement à nos vulnérabilités. Quand j'étais jeune, oui. J'ai eu un très très grand choc en découvrant Doris Lessing en fait. Elle a été... Alors quand je la relis, enfin je l'ai relue tout au long de ma vie, quand je la relis, j'ai l'impression qu'elle a tout... elle a tout vu, elle a tout vu cette femme. Et en même temps, elle était prise dans les artefacts de son époque avec la question du communisme. Donc, quand on relit un auteur qu'on a beaucoup aimé et qui nous a beaucoup apporté, avec le temps et avec sa propre maturité s'installant, finalement, on sourit quand on voit parfois comment cet immense auteur, cette femme extraordinaire, quand même, qui vient d'Afrique du Sud, qui était blanche, à qui se pose la question de la discrimination raciale, qui en fait fait le choix d'aller vivre à Londres, de devenir communiste, d'élever un enfant seul, à une époque où tous ces comportements étaient marginalisants d'une manière terrible pour elle. Comme elle produit cette œuvre avec une espèce de... Le Carnet d'or, par exemple, c'est un texte, moi, qui m'a bouleversée, qui me bouleverse toujours, parce que c'est un livre qui pose une question qui, en fait, moi, m'interroge toujours et qui peut-être sera au cœur de la réflexion qui m'animera dans les années à venir, si je suis toujours là. C'est la naïveté, c'est la question de la naïveté, en fait. Et, en fait, c'est un livre qui raconte les transformations d'une femme dans son expérience politique et dans son expérience simultanément politique et amoureuse, dans ses expériences. Et pour pouvoir survivre dans le monde tel qu'il est, avec les hommes tels qu'ils sont, elle va devoir abandonner sa foi dans l'amour. Une sorte de foi, quand je dis naïve, la naïveté, c'est le contraire de la bêtise. C'est-à-dire que la naïveté, c'est ce qui permet de créer. Et quand on abandonne une forme de naïveté, c'est-à-dire quand on rentre dans une pleine lucidité, alors dans lucidité, il y a lux, lucis, c'est la lumière, mais il y a aussi quelque chose d'un éclairage impitoyable, comme si tous les recoins de la relation humaine étaient explorés. Et le Carnet d'or, c'est ça, c'est une exploration sans concession du rapport entre les hommes et les femmes et du rapport entre les forts et les faibles sur le plan politique. Et donc cette héroïne est là, elle abandonne sa naïveté, elle est forcée de l'abandonner, parce que
elle est trahie infiniment. Et elle devient cette femme dure, sèche, amère, qui, dans son rapport aux hommes, finalement va se... Elle le décrit comme ça, se masculiniser, c'est-à-dire finalement avoir avec les hommes un rapport d'usage, comme ils ont avec elle un rapport d'usage, un rapport accepter de donner et de prendre du plaisir sans finalement implication affective, sans accepter que l'autre vous métamorphose, sans accepter que la rencontre soit le lieu de votre propre transformation. Il y a une espèce d'assèchement dans ce roman que j'avais ressenti adolescente et qui m'avait en fait terrifiée. Terrifiée, l'idée que finalement la relation aux hommes et la relation aux autres, plus généralement, pourrait se limiter à cette série de désillusions qui conduit à l'amertume. Et alors la grande... Et en fait, ça m'a donné... Je lui suis infiniment reconnaissante parce qu'elle m'a obligée à penser au-delà de la blessure du rapport à l'autre, au-delà de la vulnérabilité dévoilée, de sa propre vulnérabilité dévoilée. Elle m'a obligée à penser la vulnérabilité de l'autre. À la fin du roman, Ella et Saul, cet homme qu'elle rencontre et qui en fait devient à moitié fou avec elle, ils frôlent tous les deux la folie dans la dernière partie du livre. Et à la fin, cet homme qui est aussi écrivain, elle est écrivaine et il est écrivain, il lui tend un carnet blanc, un cahier qu'il lui offre, et dans lequel il écrit ces mots, le carnet d'or, et il la charge de l'écriture de cette histoire. Et finalement, c'est un don. Ils sortent de cette folie stérile, du rapport violent, dur, où en fait les blessures de l'un et de l'autre ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas se trouver et ne peuvent pas se guérir. Et au fond, elle pose dans ce roman, j'en ai parlé avec... Elle pose la question de l'irréparable. Qu'est-ce qui ne peut pas être réparé? Qu'est-ce que, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être réparé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont irréparables? Ben moi, je ne crois pas. Bien sûr qu'on ne peut pas ramener les morts, bien sûr qu'on ne peut pas retourner en arrière sur les guerres, sur les charniers, sur la détresse, sur les gens qui sont morts de faim, sur tout ceci nous inquiète, nous angoisse, nous malmène. Bien sûr que devant le deuil d'une mère qui perd son enfant à la guerre, que voulez-vous dire? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à réparer parce que la perte, elle est là pour l'autre et elle est dans sa chair et ça ne se répare pas. Mais il y a quelque chose, pourtant, dans la reconnaissance de l'irréparable, dans la reconnaissance pleine, sincère, entière, de ce qui est advenu d'irréparable aux autres et dont parfois nous sommes la cause, volontaire ou involontaire. Et en reconnaissant notre responsabilité, il y a quelque chose quand même qui lentement se répare. Et ce qui n'est pas permis dans ce processus, reconnaissance, réparation partielle, très partielle, les lambeaux en fait, lambeaux de réparation et remise en route en fait de la relation. Ce qui est interdit, c'est l'impatience. Parce que l'impatience est une autre violence. Ce n'est pas parce qu'on demande pardon qu'on est pardonné. On n'est pas pardonné tout de suite. C'est impossible. Et même en politique, c'est impossible. Même dans les rapports entre les pays, entre les nations, entre les peuples, il y a des douleurs qu'on traverse sur 3, 4, 5 générations. Et qu'il est impossible de faire l'économie de ce temps-là, de ce temps de traversée de la douleur, et que bien sûr il y a des personnes de bonne volonté qui de part et d'autre vont tendre des mains pour tisser le chemin du dialogue possible et de la remise en route, de la remise en possibilité du lien, mais c'est un temps qu'il faut respecter. C'est le temps de la guérison, de l'acceptation. L'acceptation, c'est très douloureux, c'est très compliqué pour chacun d'entre nous, et je crois que la grande sagesse politique, en fait, c'est d'accepter le temps de l'acceptation pour les autres et pour soi. Voilà.